Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Artichaut, qui est une chaîne de vulgarisation en histoire de l'art. Ici, le but sera de parler des théories et de l'art, occidental principalement sous différents formats. Dans cette première vidéo, on avait envie de vous parler de la couleur dans la peinture. Alors oui, la couleur. Vous pouvez vous dire que la couleur, bon, on voit quasiment tout ce que c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de trop pousser pour comprendre le concept. Eh ben vous vous trompez. Déjà, essayez de décrire une couleur à quelqu'un qui ne la voit pas, vous aurez bien du mal à le faire. Et au-delà de ça, la couleur c'est un sacré sujet en histoire de l'art, et ce depuis des siècles en fait, pour ne pas dire des millénaires. Et quand bien même il existe de nombreuses formes d'art comme la danse, la sculpture, la performance, le cinéma, etc., on va rester concentré uniquement sur la peinture dans ce qui suit, tout simplement parce que les historiens de l'art et les philosophes ont principalement écrit et pensé la couleur en fonction de la peinture. Dans cette vidéo, on vous propose de vous résumer les principales évolutions de la pensée sur la couleur à partir du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Pourquoi le XVIIe siècle, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est à partir de cette période que la couleur va s'émanciper et être revalorisée dans la pensée esthétique. La couleur passe du rang de simple outil à une science et, parallèlement, elle passe du statut de matière, de quelque chose de palpable, au statut de lumière, comme quelque chose d'immatériel. Et ce genre de changement de définition, ça fait beaucoup de bruit. C'est parti, on va voir le rôle de la couleur dans les débats, les innovations artistiques et les mutations de la théorie esthétique depuis le XVIIe siècle. Précision historique avant d'entrer dans le vif du sujet. L'esthétique, qui est le champ de la philosophie qui s'intéresse au beau et à la perception de l'aspect esthétique, tente à définir ce qui est beau en peinture, ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'on est peintre, afin de pouvoir toucher ou transcender les spectateurs d'une œuvre. Lorsque l'on parle de peinture, on peut raisonnablement se dire qu'il y a deux caractéristiques majeures et évidentes dans la composition d'un tableau, qui sont le dessin et les couleurs qui le constituent. Pour résumer grossièrement, depuis l'Antiquité, ce qu'il faut faire pour faire une bonne peinture, c'est reproduire fidèlement la nature. Le dessin, c'est le trait dans une peinture. Il structure et organise l'espace de la toile, il est l'outil qui, selon la tradition de pensée des philosophes antiques tels que Platon et Aristote, sert le principe d'imitation fidèle de la réalité, que l'on appelle mimésis, qui veut dire imiter en grec. La couleur, elle, est pensée par les philosophes comme un outil indispensable pour rendre crédible l'imitation de la réalité initiée par le dessin et reproduire plus fidèlement la nature, le monde réel et sensible que nous percevons comme coloré. Cette définition de la couleur la relègue au rang d'outil qui n'a pas beaucoup de participation dans ce que les philosophes antiques considèrent comme relevant de l'art. En effet, pour eux, la seule fonction de la couleur est de venir servir et soutenir le dessin pour qu'il serve le modèle de reproduction fidèle de la nature. Le dessin prend alors le beau rôle, il représente le rationnel, l'esprit, en un mot, tout ce qui est valorisé, le mental et l'intellectuel. La couleur, elle, évoque l'irrationnel, l'instinct et finalement renvoie à des notions qui, à l'époque, sont considérées comme péjoratives. Cette dualité entre le dessin et la couleur, le rationnel et l'irrationnel, le contrôle et la perte de contrôle, est longtemps inscrite dans la culture occidentale. Cette méfiance envers les couleurs nous vient directement du seul et unique traité sur la couleur qui a pu résister au temps et parvenir jusqu'à nous, le De Coloribus d'Aristote. Il est aussi attribué à un de ses disciples, finalement on sait pas trop qui l'a écrit. Et ce livre explique précisément pourquoi il ne faut pas trop étudier les couleurs. Pour lui, l'apparence superficielle des couleurs les rend trompeuses. Cette vision négative de la couleur comme trompeuse subsiste en Occident jusqu'au XVIIe siècle. Aristote explique aussi qu'il ne faut surtout pas mélanger les pigments entre eux pour créer une autre couleur, car ce serait agir contre la nature qui nous présente les pigments purs. Il faut rappeler qu'à cette époque, les pigments les plus courants sont le rouge, le bleu, le marron et le jaune. Les artisans de l'Antiquité grecque, ou du Moyen-Âge, pouvaient quand même créer d'autres couleurs dans une peinture, le vert surtout, indispensable à la reproduction fidèle de la nature, en appliquant diverses couches. Par exemple, d'abord une couche de bleu et ensuite une couche de jaune, moins épaisse pour que la superposition des couches donne du vert. Cependant, encore une fois, on ne peut pas être sûr de comment les peintres et artisans travaillaient, parce que nous n'avons pas de témoignages ou de traces écrites, à part le De Coloribus, dont le contenu a pu être modifié par les traductions successives. Nous pouvons seulement déduire une méthode de travail en examinant les œuvres qui ont réussi à résister au temps. Pendant des siècles, on classe les couleurs en deux catégories différentes, celles qui ont un attribut matériel, c'est-à-dire qui sont rattachées à des objets réels. Par exemple, une feuille d'arbre est verte, et ce peu importe de quel point de vue on regarde, la couleur de ces objets est inchangeante, elle est inhérente à cette matière.
Et il y a aussi la deuxième catégorie, celles qui sont des couleurs accidentelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rattachables à une matière en particulier, en tout cas durant l'Antiquité grecque et au Moyen-Âge. C'est par exemple le cas des arcs-en-ciel qui sont évanescents, immatériels, et aussi des couleurs changeantes, iridescentes, comme les carapaces de certains scarabées ou les plumes de certains oiseaux. Voici pour un petit tour de l'histoire de la théorie de la couleur, qui, vous l'aurez compris, évolue relativement peu de l'Antiquité grecque au Moyen-Âge. La querelle des poussinistes et des rubénistes. Au Moyen-Âge, à la suite des théories antiques sur la couleur, le dessin et l'artiste, l'art n'est pas considéré et reconnu en tant que tel. La peinture est alors considérée comme une narration. Le travail du peintre au Moyen-Âge ne relève pas de la simple exécution, il doit penser comment mettre en forme le récit de la meilleure façon possible, afin que la narration du tableau, l'histoire, soit compréhensible par tous. Ainsi, les artistes et artisans de la fin du Moyen-Âge et du début de la première Renaissance cherchent à être reconnus pour la valeur intellectuelle de leur travail, qui n'est jusque-là considéré que comme un travail technique qui serait plus de l'ordre de l'artisanat. Dans ce contexte de revendication propre à ce corps de métier, les ateliers d'artistes sont en rivalité sur ce qui fait l'originalité de leur production, tels que les pigments et les couleurs. Les cités-États du nord de l'Italie tentent d'imposer leurs différents styles comme le meilleur. C'est dans ce contexte de rivalité politique que l'art devient un enjeu majeur. Deux écoles se fondent ainsi. La première, qui est l'école de Florence, pense que l'accent doit être principalement mis sur le dessin comme fondement de la peinture. C'est l'école dite du Designo. La seconde école, celle de Venise, favorise la couleur et au-delà, une technique plus libre dans la composition et la préparation des tableaux, c'est l'école du coloré. Dans la tradition de la couleur, Titien fait figure de fer de lance et influence énormément la maniera avec ses couleurs acides et irréelles, comme il peut influencer Pontormo dans la déposition de la croix. Les bleus et les roses à la fois pâles et acidulés renvoient à une atmosphère irréelle de laquelle se dégage une certaine forme de spiritualité. Mais dans cette sérénité des couleurs, la composition, c'est-à-dire le trait, est complexe et tortueuse. Dans la représentation des corps, par exemple, qui se trouvent tous dans une torsion par une position de contrapposto qui est soulignée encore davantage par la couleur des drapés. La couleur ici sert à accentuer l'émotion chez le spectateur, le tumulte et la détresse de la déposition du corps du Christ, alors même que l'agencement de la composition du tableau permet un sentiment de paix apparent qui est permis par la domination du dessin, comme c'est le cas dans beaucoup de créations de l'école de Florence. Dans la même veine, on peut se tourner vers le travail du Gréco, qui est influencé par Titien et élève de l'école de Venise, reconnaissable parmi tous pour son usage avant-gardiste de la couleur. Dans ce tableau, l'espace est envahi par le mouvement dû à la couleur, les corps sont tordus, bras tendus vers le ciel, le peu de végétation est plié comme sous un fort coup de vent, la couleur est expressive et se passe d'une composition rigoureuse pour rendre compte de l'Apocalypse selon Saint Jean. Le traitement de la couleur et de la composition du tableau est le parfait contre-pied de ce que prône l'école de Florence, dont Raphaël est le parfait exemple. La composition de ce tableau est pensée par une perspective linéaire qui est accentuée par la présence de l'architecture. Le point de vue principal est celui du spectateur qui semble se tenir au seuil de la pièce. Les arches et les lignes guident les regards vers le centre du tableau avec Socrate et Platon au milieu, des autres philosophes et mathématiciens. Le dessin est alors central dans le tableau, il permet de construire l'espace pictural et vise à établir une harmonie visuelle qui est considérée comme la plus parfaite possible à l'époque. Au XVIIe siècle, le débat entre dessin et couleur est relancé par Roger de Pile en France. Roger de Pile est un peintre et théoricien de l'art français qui a énormément pris part dans les débats esthétiques sur ce que Jacqueline Lichtenstein nomme a posteriori la querelle du dessin et du coloris, débat entre les rubénistes contre les poussinistes afin de défendre la couleur. Roger de Pile complimente et commente énormément la peinture de Pierre-Paul Rubens, qui fait preuve d'une très grande maîtrise de la technique du clair-obscur, qui est centrale dans la théorie classique de la peinture. Rubens, dans ses œuvres, décline l'art de la couleur et du mouvement en une représentation aussi vive et fidèle que possible de la réalité. Avec l'enlèvement des filles de Leucippe, on peut voir le contraste entre la couleur crème des corps des deux femmes et celle plutôt brune des deux hommes. Les chevaux, les hommes et les femmes ne forment plus qu'un grand ensemble que l'on dirait soudé au milieu du tableau et qui est animé de mouvements qui sont figurés par les plis des draps sur les jambes des femmes. D'un autre côté, les poussinistes se basent sur l'œuvre de Nicolas Poussin dans leur conception de la peinture. En effet, ce dernier donne une place capitale au dessin, à la maîtrise de la perspective et à la composition parfaitement exécutée.
La peinture servant selon lui l'unique but de reproduction, ou plutôt d'imitation de la nature, elle doit alors être faite le mieux possible. Cependant, il serait faux de dire qu'il n'y a pas de couleurs dans les toiles de Poussin, il y a même de très beaux pigments dans ses tableaux. Seulement, le plus gros de son travail et de son attention est consacré aux lignes de la composition, à l'agencement parfait, géométrique du monde et de la nature. La distinction entre les poussinistes et les rubénistes est ancrée dans une différence subtile mais néanmoins capitale. Les deux partagent et ne remettent à aucun moment en cause l'objectif principal de la peinture, qui est de s'approcher le plus possible de la nature, par imitation ou ressemblance. Cependant, les défenseurs de la couleur reprochent aux anticoloristes de vouloir donner l'illusion du réel, c'est-à-dire tromper l'œil, ce qui est pensé comme moralement répréhensible. Selon eux, la peinture ne doit pas être un trompe-l'œil, mais un espace bien fictif sur lequel seraient représentées des choses qui ressemblent au réel. À la suite de ce débat, et comme le relève dans un article très intéressant l'historienne de l'art Charlotte Guichard, d'autres artistes encore vont abandonner, pour faire entrer la couleur dans la peinture, la technique du clair-obscur et rejeter l'harmonie des tons que cette technique permet d'accomplir. C'est le cas de deux tableaux de François Boucher, le lever du soleil et le coucher du soleil, présentés au salon de 1753. Eugène Delacroix s'inscrit dans cette lignée des défenseurs de la couleur, à tel point qu'un critique d'art de l'époque, croyant l'insulter, le traita de Rubens-Châtier. Le peintre de la mort de Sardanapale ou de l'esquisse de la chasse au lion exalte le mouvement par les couleurs éclatantes. Dans l'esquisse de la chasse au lion, la couleur sert à rendre le mouvement et l'excitation de la chasse et de la lutte avec les lions. Elle est appliquée par des touches énergiques et se substitue au dessin. Le trait de couleur, spontané chez Delacroix, remplace les croquis et les études préparatoires. Eugène Delacroix prépare très peu la composition de ses tableaux et laisse à son pinceau libre cours sur la toile. Le trait coloré remplace la rigueur du trait dessiné pour laisser plus d'ampleur à l'expressivité des couleurs et aux sentiments esthétiques qu'elles peuvent susciter. À partir de ce moment, le mouvement d'émancipation de la couleur s'installe comme un discours valide et valable en histoire de l'art. Voici pour cette première vidéo qui pose un petit panorama des théories sur la couleur dans l'histoire de l'art jusqu'à Eugène Delacroix. Comme vous vous en doutez, il est loin d'être exhaustif. L'histoire de la couleur peut nous emmener dans des périodes plus anciennes, avec les grottes préhistoriques, ou bien les sculptures en marbre blanc en Grèce antique qui étaient peintes aussi. Bref, il y aurait tellement de choses à dire sur ces périodes qu'elles mériteraient une vidéo entière. On espère que la vidéo vous a plu, et que les exemples de tableaux choisis vous ont plu aussi. Dites-nous en commentaire quel est le tableau que vous avez préféré parmi tous ceux de la vidéo. La prochaine vidéo sur la couleur sera plus centrée sur la question de la découverte de la nature lumineuse de la couleur et des conséquences que cette découverte scientifique a pu avoir sur l'art du XVIIIe et XIXe siècle. Lâchez un pouce si cette vidéo vous a plu, et jusqu'à la prochaine, portez-vous bien. On vous dit à bientôt. Bisous!